Mais je pense que la première grande révolution, c'est le passage d'une société capitaliste, où c'est les capitaux qui comptent. Par exemple, prenez la General Motors, ben, il faut des capitaux pour faire des usines, à une société où c'est l'imagination, l'intelligence, la créativité qui va compter plus que le capital. Il faut toujours du capital pour faire Google ou Facebook, mais il en faut beaucoup moins, beaucoup moins que pour la General Motors. En plus, nous voyons bien que Facebook, Skype ou ce genre de choses qui révolutionnent la communication ou les médias comme YouTube par exemple, les médias vidéo, ont été créés par de jeunes étudiants et non pas par les géants des médias ou les géants de la télécommunication pour Skype, voyez-vous. Et ça, c'est à mon avis quelque chose de très symptomatique. Ça montre que le changement actuel est un changement extrêmement important, un changement d'air, un peu comme quand il y a eu par exemple la création du chemin de fer et puis de la société industrielle. Donc nous sommes en train de passer de cette société industrielle qui s'est beaucoup développée mais qui était dans la même logique à une société post-industrielle ou post-capitaliste. Et je crois que ça, c'est quelque chose dont on n'a pas encore saisi tous les tenants et aboutissants et qui va profondément impacter notre société. Donc c'est les autres révolutions qui vont s'accompagner de cela. Il y a une révolution du passage de l'avoir à l'être. C'est-à-dire que les gens cherchent un sens à leur vie, mes étudiants qui paient très cher pour faire des études dans le MBA du groupe HEC, eh bien ils sont plus forcément, et même avant la crise financière, ils sont plus forcément désireux d'être traders à la City et de gagner énormément d'argent, mais d'avoir une vie qui soit plus porteur de sens. On voit des consommateurs qui veulent acheter du commerce équitable, on voit des consommateurs qui s'intéressent à l'environnement, on voit donc cette mutation sociétale qui accompagne la mutation industrielle, économique dont je viens de vous parler. Et donc je pense que c'est l'ensemble de ces mutations, si vous mettez en plus dans cela la globalisation, le fait qu'aujourd'hui quand un volcan explose en Islande, on arrête tout en Europe, ou qu'on est tous suspendus à une fuite de pétrole aux États-Unis, donc ou à une manifestation en Grèce. Donc quand vous voyez donc à la fois cette quête de signification, à la fois cette globalisation, ce passage au post-capitalisme, eh bien vous avez en résumé les grands, je dirais, tendances, mais aussi les grands défis qui attendent notre société d'ici à 2020. Alors l'avenir, peut-être au niveau du monde du travail, je pense que dans 10 ans, on sera dans des univers extrêmement dématérialisés. Une grande partie du travail s'effectuera sur informatique. On aura effectivement à disposition aussi beaucoup d'outils de travail collaboratif. Et tout ça va probablement modifier l'organisation des entreprises telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans le cadre d'entreprise avec une hiérarchie, des organigrammes, un principe de subordination, de contrôle, de surveillance. Et pour répondre à des enjeux à la fois de performance, mais aussi d'amélioration de conditions de travail des salariés, on va probablement aller vers des modes d'organisation très différents, avec du travail délocalisé à domicile, voire aussi un développement de l'auto-entrepreneur, dans la mesure où l'individu aura à sa disposition une puissance informatique telle qu'il pourra se mettre sur le marché et répondre en direct à des demandes d'entreprise. Et ça, effectivement, ça va... si effectivement ce scénario se met en place dans les 10 ans à venir, on aura un changement des modes de management, des modes de coordination dans les entreprises. Après, ce scénario-là, il est possible... si effectivement il n'y a pas de... Il est possible qu'il y ait une crise de la sécurité sur Internet, sur la toile. Que face à des problèmes de confidentialité, d'usurpation des identités, des problèmes de sécurisation des transactions. Du coup, une partie des clients de la toile et des TPE-PME notamment se retirent de la toile par crainte effectivement des abus et des problèmes de données, enfin d'utilisation des données. Et donc du coup, on aurait effectivement plutôt une stagnation des usages de ces technologies. Ce qui peut aussi limiter l'usage de ces technologies, c'est qu'on ne prenne pas justement suffisamment en considération l'évolution du travail et qu'on ne l'accompagne pas. Et du coup, à un moment donné, c'est le corps qui parle, qui résiste,
par exemple, effectivement, des phénomènes qu'on constate aujourd'hui comme les risques psychosociaux, hein, le stress, mais aussi des personnes qui travaillent au bureau devant un ordinateur et qui déclarent des douleurs au niveau des cervicales, du dos, et qui, du coup, si on ne prend pas en compte les conditions de travail dans le cadre de ces évolutions technologiques, il peut effectivement y avoir aussi un phénomène de résistance. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui, par exemple, déjà des phénomènes qui viennent un peu des pays anglo-saxons qui demandent effectivement, notamment les mouvements de la slow life, c'est-à-dire un ralentissement des rythmes, pour retrouver le goût des choses, retrouver le temps des choses, le temps de faire les choses et redonner du sens à ce que l'on fait. Et je pense qu'effectivement, il peut y avoir aussi, si on ne sait pas réguler suffisamment toutes ces transformations technologiques, ce phénomène-là. Premièrement, que jamais le monde n'a été aussi imprévisible qu'aujourd'hui, parce que la structure même de la mondialisation, qui est une structure de compétition généralisée, fait que nous sommes dans une logique d'innovation permanente et de plus en plus rapide et de plus en plus violente même, et que du coup, le monde est devenu totalement imprévisible. Qui avait prévu, par exemple, la révolution de l'Internet, les grandes révolutions scientifiques même du siècle dernier, comme la découverte de la structure de l'ADN, par exemple. Et donc, je crois que le monde sa caractéristique principale, c'est d'être imprévisible. La seule chose que je puisse dire en étant à peu près certain de ne pas me tromper, c'est que la question des générations futures en Europe va devenir de plus en plus importante. Pourquoi? Parce que la logique de la famille moderne, la logique du mariage fondé sur l'amour, va entraîner un souci des enfants, donc un souci des générations futures, qui sera de plus en plus grand en Europe de l'Ouest en tout cas, et dans tous les pays qui adopteront la culture de l'Europe de l'Ouest. Et donc la question des générations futures, qui n'est pas simplement la question de l'écologie, mais c'est aussi la question de la dette publique, c'est la question de l'avenir de la protection sociale dans la mondialisation, c'est aussi la question du choc des civilisations. C'est donc toutes les grandes questions politiques vont se réorganiser autour de cette problématique fondamentale. Quel monde, nous les adultes, prendrons-nous la responsabilité de laisser à nos enfants? Et ça, je crois que ça va devenir de plus en plus fort, et que cette question-là, qui est une manière de poser la question politique, la question du collectif, va remplacer définitivement en Europe la question, disons, à droite de la gloire de la nation et à gauche la question de la révolution. Au fond, ces deux grandes questions qui ont animé la politique moderne depuis 200 ans, la patrie à droite, la révolution à gauche, vont être remplacées progressivement par la question du souci des générations futures, qui, encore une fois, comprend plein d'autres sous-questions. Je n'y reviens pas, je les ai évoquées tout à l'heure. Je crois que ce sera le mainstream, pour parler en bon français, la tendance de fond, la lame de fond des sociétés démocratiques. Mais pour le reste, le monde est, je crois, complètement imprévisible.